Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la pédagogie Montessori et je voudrais notamment vous donner 5 points clés pour l'appliquer en fait, bon, que ce soit à la maison ou en classe, mais pour appliquer la pédagogie Montessori de manière décomplexée en fait et sans rigidité. Quand j'ai commencé à pratiquer la pédagogie Montessori, je l'ai commencé à la pratiquer de manière un petit peu rigide et ça a fini en fait par braquer ma fille. Donc maintenant ça fait 4 ans que je la pratique, j'ai beaucoup évolué dans ma façon d'appliquer la pédagogie Montessori avec mes enfants et donc je vais vous parler un petit peu de ces points-là justement qui ont évolué dans ma pratique et qui m'ont permis en fait de sortir un petit peu de cette rigidité pour donner en fait plus de plaisir aux enfants et à moi aussi d'ailleurs parce que je prends beaucoup plus de plaisir maintenant de mener des activités Montessori avec mes enfants par rapport à avant où même eux ils étaient un peu braqués, moi aussi et voilà ça finissait un petit peu des fois en bataille, en braquage, etc., etc. Tout ce qu'on veut en fait finalement éviter quand on veut pratiquer les pédagogies alternatives à la maison. Voilà, comme j'ai évolué, je voulais donc vous faire part un petit peu de cette évolution. Alors, il y a des points, vous allez voir, même si vous connaissez déjà la pédagogie Montessori, je vous conseille d'écouter cette vidéo à la fin. Il y a des points qui vont un petit peu faire polémique. Je sais que certains, il y a plusieurs écoles en fait en Montessori, on va dire. Ceux qui pratiquent de cette manière, ceux qui pratiquent de cette manière, ceux qui disent c'est Montessori, c'est pas Montessori. Donc c'est vrai que ça peut poser un petit peu des réflexions et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, comment vous faites avec vos enfants et si vous avez testé certains des points que je vais vous donner là, si vous avez observé un changement sur vos enfants. Parce que moi clairement, depuis que j'utilise cette manière de faire et cette manière en fait d'appliquer la pédagogie Montessori sans rigidité et de manière vraiment décomplexée, j'ai vraiment vu l'effet positif sur mes enfants qui ont renoué avec le matériel et qui ont vraiment maintenant renouer avec cette envie et ce plaisir d'apprendre. Avant d'aller plus loin, une petite info aussi, ça fait très longtemps pour ceux qui me suivent que je n'ai pas posté sur YouTube, en tout cas de manière régulière. C'est vrai qu'avec l'arrivée de mon 3e enfant, tout ça, ça a été un petit peu perturbé. J'ai eu du mal à reprendre mes repères derrière, donc j'arrive un petit peu à retrouver un équilibre avec les enfants. Pour fêter mon retour, je vous informe qu'il y a 50% de réduction sur toute la boutique Sève de Lumière, que ce soit les packs d'activités, les supports pédagogiques ou les formations. L'offre est valable uniquement cette semaine si vous regardez donc la vidéo le jour de sa sortie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce que je propose. Je vous mets tous les liens donc en bas dans la barre de description. Premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est vraiment pour moi la pédagogie, c'est vraiment on place l'enfant au centre de la démarche. C'est-à-dire que c'est l'enfant en fait qui va décider ce sur quoi il va travailler. C'est l'enfant en quelque sorte qui va faire son propre programme. Alors bien sûr, moi je vais être là pour l'étayer, pour lui proposer des choses, hein, on y reviendra, mais c'est vraiment l'enfant qui me guide. Je n'ai pas de programme préétabli, bien que bien sûr on va y revenir dans les points suivants. Je suis quand même la progression Montessori, mais on va dire, c'est pas moi qui vais décider que ce mois, on va travailler la numération, on va travailler le langage, on va travailler ci, on va travailler ça. Même au quotidien, c'est vraiment mes enfants, j'essaie vraiment au maximum de respecter leurs périodes sensibles et leurs intérêts. Pour moi, c'est vraiment primordial pour que ça fonctionne, pour que les enfants accrochent aux apprentissages et qu'ils aient vraiment envie. C'est pas parce que dans le curriculum, on dit que là, il a 4 ans, il faut qu'il apprenne les lettres. Là, il a 4 ans, il faut qu'il apprenne à compter, etc., etc. C'est pas pour ça que je vais forcer mes enfants à aller vers ces apprentissages-là. Je vais bien sûr proposer des choses pour voir s'il y a un intérêt qui émerge, mais s'il n'est pas intéressé, ben voilà, on va passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur quoi il est intéressé. Par exemple, si mon fils il a décidé de faire des maths pendant 6 mois, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé là, il avait très très envie d'apprendre à compter, donc j'ai vraiment nourri cet intérêt-là, et les lettres, ben, on verra après. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi l'aspect primordial, c'est de placer l'enfant au centre et de ne pas imposer finalement un programme parce que pour moi qui fais l'école à la maison, ça reviendrait en fait en quelque sorte à suivre le programme de l'éducation nationale si on commence à mettre des âges, à dire à tel âge, tel âge, tel âge, tel âge, il faut apprendre, il faut faire ça. Pour moi, ça revient un petit peu au même que de reprendre finalement une pédagogie qui n'est pas active, mais du coup où c'est nous qui décidons à la place de l'enfant. Donc pour moi, pour appliquer la pédagogie Montessori, c'est vraiment la base, c'est vraiment de suivre les intérêts de l'enfant. Du coup, on va en venir en deuxième point, parce que même si on suit les intérêts de l'enfant,
Par contre, dans les apprentissages qu'ils décident de suivre, dans les intérêts qu'ils me montrent, il y a des étapes à respecter, bien évidemment. Hein. On ne va pas apprendre à faire les multiplications avant de faire les additions, ça va de soi. Mais pour autant, tout le matériel n'est pas obligatoire, à mon sens. Alors quand on est dans une école, forcément on va avoir tout le panel de matériel pour pouvoir proposer aux enfants toutes les activités en fonction des besoins. Mais individuellement, si un enfant saute un matériel, pour moi, c'est pas la fin du monde. Mais alors attention, quand je dis de sauter un matériel, je ne dis pas de sauter des étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des enfants qui n'accrochent pas à certains matériels. C'est comme ça. Moi, ma fille, par exemple, la tour rose, etc., enfin, tout ce qui était sensoriel, elle n'a pas accroché de cette manière-là, avec cette façon de faire. Alors que mon fils, il est beaucoup plus dans l'exploration sensorielle, on va y revenir après. Voilà, ça, c'est aussi peut-être à cause de ma posture quelque part, parce que justement, quand j'ai commencé avec ma fille, à l'époque, j'avais une posture un peu plus rigide, et mon fils, comme on verra plus tard, j'ai laissé un petit peu plus de lest. Voilà, mais quand les apprentissages se construisent, par contre, ce qui est très important, autant on peut sauter un matériel et le remplacer en fait par autre chose qui va en fait remplir le même objectif. Pour rester sur le matériel de vie sensorielle qui aussi des fois à la maison, clairement on n'a pas le budget pour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple la tour rose, l'escalier marron, ça va avoir des objectifs, alors bien sûr au niveau sensoriel de manipulation, des grandeurs, etc. Mais le but donc ça va être la discrimination des dimensions. Par exemple vous, si vous n'avez pas fait de Montessori quand vous étiez petit, est-ce que ça vous empêche aujourd'hui de ne pas discriminer les dimensions correctement? Je ne pense pas. Donc, la pédagogie Montessori, c'est un super matériel. Mais je veux dire par là qu'on peut très bien acquérir des compétences autrement. Si on n'a pas le budget pour telle ou telle activité, bah, c'est pas grave, on va aller le remplacer par autre chose. Par exemple, les barres rouges, on n'a pas tous la place non plus de les mettre à la maison. Ça prend de la place. On peut très bien faire des barres rouges en carton, on peut imaginer comme ça. Ou utiliser des jeux de société pour discriminer les dimensions. Alors c'est sûr que tous les effets secondaires, on va dire, du matériel où l'enfant va intégrer en fait des concepts inconsciemment, comme par exemple avec les barres rouges, les longueurs, le fait de les tenir avec les mains, ça va l'aider à intégrer ces longueurs et ces dimensions. Mais par exemple, je me souviens, une fois on a joué à un jeu de société avec mes enfants, je ne me rappelle plus comment il s'appelait d'ailleurs, c'était des petits lapins qu'il fallait emmener, fallait construire le chemin des lapins qui devaient traverser une rivière pour aller manger une carotte. Et donc le jeu, il y avait des barres, des petites barres, donc pour faire des ponts, pour fabriquer des ponts de différentes dimensions. Bah voilà, ça peut être une autre manière de travailler donc ces dimensions en deux dimensions. Les cubes, c'est pareil, bah, si on n'a pas la tour rose, on peut faire une tour de cube du commerce. Et pour le sensoriel, surtout, on va vraiment chercher à offrir un environnement vraiment riche à l'enfant au niveau de sensorialité. Donc là, on utilise du bois, on va éviter le plastique, voilà, des bacs sensoriels, ce genre de choses-là, en fait, pour que l'enfant il puisse éveiller ses sens, manipuler et toucher avec ses mains. Donc voilà, pour vous dire qu'une fois qu'on connaît bien les objectifs des activités, il est tout à fait possible, si on n'a pas le budget ou si l'enfant n'accroche pas avec une activité en particulier, de trouver une alternative, soit une activité qu'on va fabriquer nous-mêmes, un jeu à l'oral aussi. Par exemple, mon fils n'a jamais accroché au jeu des sons avec les figurines, quand on lui demande mon petit œil voit, machin. Mais par contre, on le faisait énormément dans le quotidien. Au goûter, je lui disais, bah, regarde dans la pièce, dans la cuisine, qu'est-ce qui commence par tel son? Et on passait comme ça nos goûters en entier à réfléchir à qu'est-ce qui commençait par tel ou tel son. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Je ne vais pas m'étaler plus parce que je parle beaucoup. Alors pour bien connaître ces objectifs, par contre, c'est vrai que pour moi, il est important de passer par la case formation, en tout cas de vous renseigner vraiment justement sur la progression Montessori et les différents objectifs de chaque activité pour être en fait après capable de les remplacer par autre chose. Et donc je vous rappelle juste que mes formations donc, sont à moins 50% toute cette semaine pour fêter mon retour. Troisième point clé dans l'application de la pédagogie Montessori de manière décomplexée et sans rigidité que je voudrais aborder avec vous, j'en ai un petit peu parlé, c'est de laisser manipuler l'enfant librement. Souvent, on entend ou on voit dans les écoles, non, je ne t'ai pas présenté ce matériel, donc tu n'as pas le droit de le toucher. Tu le toucheras quand je te l'aurai présenté, quand je t'aurai montré comment faire. Okay. Mais ça pose plusieurs soucis.
de faire comme ça. Alors je comprends que dans une école, peut-être pour répondre à un besoin de calme, pour pas que ça s'éparpille dans tous les sens, on n'a pas envie que les enfants touchent à tout. Mais moi, vraiment, je trouve ça dommage et je sais que ce point-là, il fait assez polémique parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on empêche un enfant de manipuler, il va se braquer, il va... Après, quand on va lui proposer ce matériel-là en présentation, il va plus forcément vouloir parce qu'on l'aura un petit peu coupé dans son élan. Et souvent, quand on va lui proposer la présentation, est-ce que vous avez déjà remarqué les enfants qui n'arrivent pas à se poser pendant la présentation, qui veulent absolument toucher, qui vous prennent des mains? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne les a pas laissés manipuler avant. Et eux, ils sont dans cette impulsion, en fait. Ils sont petits, on parle là des enfants de 3 ans, 4 ans, ils ont envie de toucher, de manipuler. Et ils n'ont pas au niveau cérébral cette capacité de se retenir. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si on les empêche de manipuler avant, ils vont se braquer, les présentations, ils ne vont pas être concentrés sur ce qu'on va leur montrer parce qu'ils auront trop envie de toucher et au final, ça va les dégoûter. Et moi, c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure que ma fille, le matériel sensoriel, elle n'a pas accroché, mais parce que je pense que je ne l'ai pas laissée assez manipuler toute seule. Avant en tout cas que je lui présente. Et ça fait partie en fait des étapes, des différentes étapes de l'acquisition d'une compétence dont je vous parle dans plusieurs formations. C'est que la première étape pour un enfant, c'est de faire pour le plaisir de faire. Un enfant de 3 ans, 4 ans, on ne va pas lui dire viens, on va faire ça pour que tu apprennes à discriminer les dimensions. L'enfant, il va nous regarder, il va nous dire elle est complètement folle, maman. Mais par contre, on va le laisser faire pour faire. On va le laisser découvrir. Et après, il y a un moment donné où l'enfant, il va vouloir comprendre comment ça marche, il va vouloir comprendre comment faire. Et ça, c'est encore plus puissant, en fait, dans les ambiances, dans les classes où les enfants, ils sont tirés aussi vers le haut par les autres enfants qui voient faire. Donc des fois, en fait, on n'a même pas besoin de présentation parce que les enfants, ils apprennent en regardant les autres faire, les plus âgés en tout cas. À la maison, quand on a des fratries, ça peut fonctionner, mais c'est pas toujours le cas. Mais moi, j'ai remarqué que même avec mon fils, il y a plein de choses qu'il sait déjà faire, que j'ai pas eu besoin de lui présenter parce qu'en fait, il savait déjà faire, il a appris avec sa grande sœur. Et donc, quand on en arrive à cette étape-là, en fait, où l'enfant veut comprendre, c'est là qu'on va pouvoir lui proposer la présentation et l'enfant sera beaucoup plus à même de se poser, d'écouter et de regarder et de se concentrer. Après, il y a 2 autres étapes dans l'acquisition de la compétence. C'est que l'enfant, ce qu'il a appris, il va le mettre au service de lui-même, il va le mettre en application dans son quotidien pour lui-même, et après, il pourra éventuellement le mettre en application pour la communauté. Je pense par exemple à la vie pratique où il va pouvoir commencer à mettre la table, à servir les verres d'eau pour tout le monde et ce genre de choses-là. Quatrième point clé que je voudrais aborder avec vous, donc dans la manière d'appliquer la pédagogie Montessori avec les enfants, ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant. Ça va être en fait de favoriser l'esprit et la démarche de recherche, la démarche d'exploration. Donc, comme je viens de vous le dire avant, de laisser les enfants manipuler le matériel avant une présentation, mais pas seulement. Une fois que la présentation est faite, laissez l'enfant libre de continuer son exploration du matériel en fait. Nous, une présentation, on va lui montrer une manière de faire. Mais il y a plein de façons de faire. Par exemple, je vais rester sur l'exemple de la vie sensorielle parce que c'est vraiment frappant. La tour rose, on a la première étape de présentation où on fait la tour au centre, enfin la tour comme tout le monde la connaît, quoi, une tour. Mais les étapes suivantes d'exploration, on va pouvoir par exemple proposer à l'enfant, s'il n'y vient pas tout seul, parce que cette présentation-là, elle n'aura pas de sens si l'enfant explore tout seul le matériel et qui trouve cette façon de faire, entre guillemets, tout seul. Après, on va pouvoir lui proposer donc d'aligner la tour dans un seul coin. On va pouvoir lui proposer de la faire coucher. Voilà, ce genre de choses-là. Après, il y a toutes les formes, toutes les activités de motifs avec la tour rose où il fait des dessins, finalement, des constructions avec. Et donc ça, pour moi, la présentation, elle se fait s'il y a un besoin, mais une fois que la présentation est faite, on laisse l'enfant continuer d'explorer. C'est pas parce que nous, on lui a montré une manière de faire qu'il faut rester bordé, en fait, dans cette manière de faire. Il faut vraiment laisser l'enfant exprimer sa créativité, donc là, notamment avec les constructions, quelque part, avec le matériel de vie sensorielle. Donc ça, je sais que c'est aussi un point qui porte à polémique, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas que l'enfant, comme on dit, détourne le matériel. Mais pour moi, c'est vraiment important de le laisser chercher des solutions, de le laisser exprimer sa créativité. Et ça va aussi renforcer son esprit, donc justement de recherche. Et puis la confiance en lui aussi, quand il arrive à trouver des choses.
Parce que finalement, si on fait que de la présentation et que lui doit recopier, ça, pour moi, c'est dommage parce qu'on perd vraiment quelque chose de la pédagogie Montessori qui est du coup cet élan et on parle de l'épanouissement de l'enfant, hein, donc c'est lui qui va aller trouver ses propres solutions quelque part. Et nous, bien sûr, on est là pour l'aider et pour le guider quand il en a besoin. Mais s'il n'en a pas besoin, on le laisse faire. Et donc, par rapport à ce qu'on appelle donc détourner le matériel, moi, par contre, je mets des limites. C'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut avec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon enfant il explore quelque chose, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il commence à détériorer le matériel, ou en tout cas qu'il y a un risque qui détériore, hein, j'ai déjà vu en atelier des barres rouges qui commençaient à servir d'épée de sabre laser, donc là non, on dit stop, parce qu'il y a un risque de dégradation du matériel, risque de se faire mal soi-même ou de faire mal aux autres, et aussi quand on est en grand groupe, une des choses qu'il faut arrêter, c'est quand on commence à faire trop de bruit et donc à gêner le travail des autres. Mis à part ça, moi vraiment, je vous conseille de laisser votre enfant explorer le matériel à sa manière. Et donc le dernier point clé donc, de la mise en place de la pédagogie Montessori et de son application à la maison ou à l'école, ça va être vraiment de laisser, j'en ai parlé un petit peu dans le premier point, mais de laisser les enfants gérer leur temps. Dans le premier point, je vous disais, c'est l'enfant qui est au centre, on le laisse gérer ce qu'il veut faire. Mais on va aussi les laisser gérer leur temps. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à conseiller puis moi-même, c'est ce que je faisais avec mes enfants, de faire des séances de travail de 2 heures uniquement sur le matériel Montessori, parce qu'il fallait qu'ils répètent, parce qu'il fallait qu'ils rentrent en concentration. Alors, tout ça, c'est toujours vrai. Si vous voulez, si un enfant, il y arrive à passer 2 heures à rentrer en concentration, c'est juste génial. Mais il y a des jours, l'enfant il est fatigué, l'enfant il n'a pas envie et il n'a pas envie forcément de manipuler du matériel Montessori, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas envie d'apprendre. C'est pour ça que moi j'enrichis vraiment de plus en plus les activités Montessori avec d'autres activités, d'autres jeux qui répondent donc comme je disais tout à l'heure aux critères au niveau d'objectifs, d'isolation de la difficulté et surtout en fonction des intérêts de l'enfant. Pour certains enfants, rester 2 heures sur du matériel Montessori, ça va être juste, ils n'ont pas envie quoi. Des enfants, la répétition, ça marche pas. Ma fille, elle n'a jamais répété les apprentissages parce que elle a une tendance à être au potentiel et du coup, elle intègre beaucoup, elle travaille beaucoup en fait dans sa tête. Elle n'a pas ce besoin et cette envie de manipuler. Alors que mon fils, c'est plutôt l'inverse. Lui, il est très très tactile, il a vraiment besoin de toucher à tout. Donc vraiment, lui, ça m'est déjà vu de le voir concentré pendant 1 heure, 1 heure et demie sur des choses. Moi, j'interviens pas, je le laisse. Des fois, je le trouve le matin en train de travailler dans la salle d'activité. Et voilà, ma fille par contre, c'est très très rare. Elle a besoin de passer d'une activité à l'autre, elle a beaucoup de mal à se poser. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas se concentrer, parce que quand elle va lire pendant des heures d'affilée, il n'y a aucun problème. Mais voilà, au niveau de cette répétition-là, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de laisser vos enfants gérer et de leur faire confiance. Donc ça revient, comme je disais, au premier point un petit peu, hein, mais voilà, pour moi c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et donc de proposer un max d'activités aussi qui viennent d'autres pédagogies ou que vous inventez vous-même pour répondre à ce besoin de l'enfant de travailler. Ma fille par exemple aime beaucoup aussi le travail sur livret, donc je lui fabrique des livrets donc, dans différentes compétences pour l'aider à continuer à travailler. Je propose aussi des packs d'activités thématiques parce que ça répond à leurs intérêts et que du coup ils vont aller travailler certaines compétences de manière différente. Par exemple, je reprends encore ma fille qui a un profil un petit peu particulier, j'avoue. Elle, l'écriture, ça n'a jamais fonctionné jusqu'au jour où finalement j'ai réussi à travers des activités thématiques à lui faire prendre plaisir en fait à écrire quelque chose. C'était un schéma à compléter, elle était tellement contente et enthousiaste qu'elle n'a même pas fait attention qu'elle était en train d'écrire. Et voilà, ça a débloqué beaucoup de choses autour de ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne restez pas en fait bloqué dans le dogme c'est Montessori, c'est pas Montessori. Ce qui compte, c'est que ça convienne à vos enfants. Voilà, ça pour moi c'est le mot de la fin, c'est très très important. Et donc si vous cherchez des idées d'activités justement pour enrichir un petit peu autour de thèmes qui passionnent vos enfants, n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur la boutique parce que tous les supports donc, sont à moins 50% toute cette semaine au moment où je sors la vidéo.
Donc voilà, cette vidéo était un peu plus longue que celle que je fais d'habitude, mais pour moi c'était vraiment très important de vous parler de tout ça parce que je pense que vraiment, comme je vous disais en introduction, moi ça a vraiment changé ma façon d'être avec mes enfants et ma façon d'aborder les apprentissages avec eux, et j'ai vraiment eu des retombées et vu les retombées positives donc sur eux et leurs apprentissages. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que comme je vous ai dit, il y a certains points qui font polémique un petit peu. Donc voilà, moi je suis très intéressée pour avoir votre avis et savoir comment vous faites avec vos enfants, si vous avez déjà essayé ça ou ça, et qu'est-ce que vous avez pu observer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que comme je vous ai dit, normalement je suis de retour, donc normalement il y aura une nouvelle vidéo toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.